L'harmonie a volé en éclats de part et d'autre de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda à Katuna. En raison de rapports délétères entre Kagame et Museveni, Kigali a soudainement décidé de fermer la frontière. Cyril Ramaphosa a promis ce mercredi au milieu d'affaires d'accélérer les réformes pour relancer, entre autres, l'économie. Ceci quelques jours après sa victoire aux élections législatives sud-africaines. Au lendemain de l'attaque meurtrière contre l'église catholique de Dablo, une délégation du gouvernement burkinabé a visité la région. Ils ont assisté à l'inhumation des 6 victimes, 5 fidèles et leurs prêtres. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Les gens vivant de part et d'autre de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda à Katuna n'avaient jamais trop prêté d'attention à cette ligne de démarcation. Les enfants la traversaient pour se rendre à l'école, les adultes pour aller travailler et le commerce prospérait. Cette harmonie a volé en éclats en février quand le Rwanda a soudainement décidé de fermer la frontière. Chauffeurs, routiers et commerçants ont déserté les lieux pendant que les soldats des deux pays s'y déployaient. Les raisons à suivre dans ce reportage. Ce blocus résulte de la dégradation des relations entre les chefs d'État rwandais et ougandais Yoweri Museveni, d'anciens alliés, dans les années 80 et 90 quand ils s'étaient mutuellement aidés à accéder au pouvoir. La méfiance réciproque entre les deux présidents a éclaté au grand jour ces derniers mois. Chacun a proféré à l'encontre du rival les mêmes accusations d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays. Cette animosité pourrait avoir de sérieuses conséquences dans une région des Grands Lacs historiquement très instable, où les voisins risquent d'être eux aussi entraînés dans la bagarre. La tension est encore montée d'un cran en mars lorsque le Rwanda a publiquement accusé l'Ouganda d'enlever certains de ses citoyens et de soutenir des groupes rebelles déterminés à renverser son gouvernement. Museveni, qui a admis avoir rencontré des rebelles rwandais sans pour autant leur avoir apporté son soutien, argue que les citoyens rwandais arrêtés sont en fait des espions. Pour l'instant, cette joute est restée verbale et aucun dérapage n'a été recensé sur le terrain. Mais l'interruption du commerce transfrontalier se fait ressentir. Le prix des denrées alimentaires a beaucoup augmenté au Rwanda, qui dépend de son voisin bien plus vaste pour ses importations. L'Ouganda a perdu son accès au Burundi ou la RD Congo, des pays où il exportait. Pour les communautés éparpillées le long de la frontière, la dispute entre les deux dirigeants se révèle catastrophique. Les experts n'imaginent pas Kigali et Kampala se diriger vers un affrontement ouvert. Mais la situation n'en fait pas moins une victime, la population. Le Bureau national anticorruption malgache a incriminé 79 députés pour des faits de corruption. Après investigation, l'institution a transmis le dossier au pôle anticorruption. Plus de précisions à travers ces images. Des députés malgaches dans le collimateur du pôle anticorruption. Il aura fallu 1 an d'investigation aux enquêteurs du Bianco, entendez, Bureau national anticorruption, pour inculper les 79 parlementaires de corruption massive. Les faits remontent au mois d'avril 2018. Le Bianco a reçu une plainte évoquant des suspicions d'actes de corruption commis par des députés dans le cadre du vote de la loi organique portant sur le code électoral malagasy, notamment les élections présidentielles. Peu de temps après le vote, certains journaux malgaches ont rapporté que des parlementaires auraient touché 50 millions d'ariaris chacun, soit 12 500 €, par le pouvoir exécutif pour faire passer cette loi sans amendement. L'argent a été reçu lors d'un conclave tenu secret à l'hôtel Le Paon d'Or, situé à Ivato, une commune proche de la capitale, pendant la semaine qui a précédé le vote. Des faits intégralement confirmés aujourd'hui par le Bianco, qui, après investigation, a incriminé les 79 députés et a transmis le dossier au pôle anticorruption, qui est l'entité en mesure de lancer des poursuites judiciaires. Ils encourent de 2 à 10 ans de prison et de 5 à 200 millions d'ariaris pour corruption passive. Notons que certains députés incriminés sont actuellement candidats aux législatives, devant avoir lieu la semaine prochaine.
Du nouveau, dans le cadre des élections locales au Togo, les femmes candidates doivent désormais verser au Trésor public 10 000 francs CFA en guise de cautionnement pour participer aux élections prévues pour le 30 juin prochain au lieu de 20 000 francs CFA. Reportage. Le gouvernement togolais promeut la gente féminine dans le cadre des élections à venir. Via un décret de convocation, le gouvernement a annoncé que le cautionnement des femmes candidates aux prochaines locales sera réduit de moitié par rapport au montant initialement fixé par la loi. Les femmes togolaises désireuses d'y prendre part doivent donc verser 10 000 francs CFA comme cautionnement au Trésor public au lieu de 20 000 francs CFA. Pour le gouvernement togolais, il s'agit d'une discrimination positive visant à augmenter les chances de voir élire les femmes. Si pour le gouvernement, cette mesure vise à inciter les partis politiques à encourager les candidatures féminines avec pour conséquence l'élection d'un plus grand nombre de femmes, parmi les futurs dirigeants des communes du pays, certaines organisations féminines la jugent insuffisante pour garantir une nouvelle cooptation des femmes dans les sphères de prise de décision du pays. D'aucuns appellent les autorités à aller encore plus loin que la réduction du cautionnement de femmes candidates. Rappelons que le gouvernement togolais a déjà adopté une mesure similaire lors des élections législatives du 20 décembre dernier, toujours dans le but d'augmenter le nombre des femmes élues au sein de l'Assemblée nationale. Cette édition se poursuit. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan et des représentants des manifestants ont annoncé un accord sur une période de transition politique de 3 ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils. Ils ont fait cette annonce à l'issue de discussions en marathon. Les images. L'armée soudanaise a annoncé tôt ce mercredi être arrivée à un accord avec les représentants des manifestants sur une période de transition politique de 3 ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils. Elle a également indiqué que la composition du Conseil souverain et d'un exécutif serait décidée sous 24 heures. Jusqu'ici, les manifestants voulaient une période de transition de 4 ans, alors que l'armée voulait l'écourter à 2 ans. Nous sommes tombés d'accord sur une période de transition de 3 ans. Les 6 premiers mois seront alloués à la signature d'accords pour la paix et la fin de la guerre dans le pays. Nous promettons à notre peuple que l'accord sera entièrement complété dans les 24 heures, de sorte à ce qu'il réponde aux aspirations du peuple. Selon le général Yasser Atta, membre du conseil militaire qui a pris le pouvoir après l'éviction du président Omar El-Béchir le 11 avril dernier, les 6 premiers mois de la période de transition de 3 ans seraient consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Il a également fait état d'un accord sur les prérogatives et la composition de la future Assemblée législative. Elle comprendra, a-t-il précisé, 300 membres et sera constituée à hauteur de 67% par des représentants des manifestants réunis au sein de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de protestation. Le reste de l'Assemblée sera occupé par les forces politiques non affiliées à l'ALC, qui réclament un transfert du pouvoir à une autorité civile et s'appuient sur le soutien de manifestants qui campent devant le QG de l'armée à Khartoum depuis le 6 avril. Un représentant de l'ALC, Madani Abbas Madani, a confirmé ces accords et indiqué que les 2 parties ont décidé de former une commission d'enquête sur les violences qui ont fait ce lundi soir 6 morts et de nombreux blessés. Et mesdames, messieurs, cette édition se poursuit. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis mercredi au milieu d'affaires d'accélérer les réformes pour relancer l'économie et sauver la compagnie nationale d'électricité. Ceci quelques jours après sa victoire aux élections législatives. Nous avons identifié un certain nombre de réformes à accomplir. Nous allons les mettre en œuvre rapidement, a assuré Cyril Ramaphosa devant un parterre d'investisseurs réunis à Johannesburg par la banque d'affaires Goldman Sachs. Nous allons faire en sorte d'apporter la stabilité que les investisseurs attendent ici. Nous allons continuer de réformer nos entreprises publiques, a-t-il ajouté. Le chef de l'État sud-africain a lourdement insisté sur la compagnie nationale d'électricité Eskom, dont la gestion catastrophique et la corruption généralisée ont provoqué en février des délestages massifs et très impopulaires en pleine campagne pour les législatives du 8 mai. Nous allons la nettoyer, a répété Cyril Ramaphosa mercredi. Le plan est
est en place, il est raisonnable. Si Eskom fait faillite, ce pays aussi fera faillite, alors nous n'allons pas l'accepter. En effet, l'entreprise croule sous une dette de près de 27 milliards d'euros. Le président a également assuré que le taux de chômage qui est à plus de 27% l'empêche de dormir la nuit et promis de faire de la bataille pour l'emploi sa priorité. Le Congrès national africain ANC, dirigé par Cyril Ramaphosa, a conservé sa majorité absolue à l'Assemblée nationale lors du scrutin de la semaine précédente. Mais il a réalisé le plus mauvais score de son histoire à des élections nationales avec 57,5% qui risquent, selon les analystes, de compliquer ces réformes. Je l'annonçais en titre au lendemain de l'attaque meurtrière contre l'église catholique de Dablo, dans laquelle 6 personnes ont été tuées. Une délégation du gouvernement burkinabé a visité la région. Ils ont assisté à l'inhumation des 6 victimes, 5 fidèles et leurs prêtres. Images et sons. Les habitants du village, profondément émus par la tragédie, sont venus en nombre pour assister à la cérémonie d'inhumation des 6 victimes, 5 fidèles et leurs prêtres. Ils ont été tués ce lundi lors d'une procession religieuse en honneur de la Vierge Marie Azim Tenga dans le nord du Burkina Faso. Des individus sont venus avec sur le bord de moto et ils sont arrivés devant l'église et ils ont laissé tomber les motos, ils ont commencé à tirer. Maintenant l'église était remplie avec des gens dehors et ceux qui étaient dehors ont commencé vraiment à fuir vers la ville et toutes les directions. On peut ne pas se comprendre, on peut ne pas s'entendre. Mais aller dans la maison de Dieu, prendre des gens froidement assassinés, c'est le comble et le summum de la barbarie. Ces violences s'inscrivent dans une stratégie de tension où le Burkina, déstabilisé par le renversement du président Blaise Compaoré en 2014, est confronté à une multiplication des attaques de groupes islamistes qui ciblent de plus en plus fréquemment les églises, selon des experts. Ça fait des années que nous travaillons ensemble. Musulmans, protestants, catholiques, ceux de religion traditionnelle, nous avons toujours marché la main dans la main. Donc, il ne faut pas que des actes aussi tragiques puissent venir nous séparer. Le Burkina Faso va rester debout et qu'on va les combattre jusqu'à ce que l'extrémisme violent, l'intolérance quitte notre pays. Le Burkina Faso a toujours été réputé comme étant un pays de tolérance de tout point de vue. Et nous devons travailler à maintenir cette richesse que, je dirais, nos ancêtres nous ont léguée. Le pays compte 65% de musulmans pour 35% de chrétiens et ils ont toujours vécu en harmonie. Il est confronté depuis 4 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes dont Ansarul Islam, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'organisation État islamique au Grand Sahara. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à chacun et à tous.